#News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vous êtes bien dans #News sur Vibe Radio 102.3. Vous pouvez également nous suivre à travers le site internet viberadio.sn. Alors, Momodou, on démarre par toi. Voilà, Abdoukhad, donc comme je l'avais annoncé tantôt, le marché de la gare routière Petersen a pris feu dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 septembre. L'incendie a ravagé plus de 400 cantines et le lieutenant-colonel Papa Ansou Michel Diatta des sapeurs-pompiers qui étaient sur les lieux demande l'information selon laquelle le feu a été éteint par la forte pluie. Il précise que c'est lui et ses hommes qui ont réussi à éteindre le feu à 3 heures du matin. Pour maîtriser le sinistre, explique le commandant du groupement d'incendie numéro 1 de Dakar, les soldats du feu ont fait appel à du lourd. En effet, 79 éléments, une vingtaine de véhicules d'intervention dont 6 fourgons pompe-tonnes, 2 camions-citernes, une de 30 litres et une autre de 10 000 litres. Un camion de sauvetage, un véhicule PC ont été mobilisés. Interpellés sur l'origine du feu, il répond qu'il faut se référer à l'enquête de la police. Mais Khad, c'est quoi l'origine de ces incendies dans les marchés? Donnons notre langue au chat. En tout cas, en 2 mois, 4 incendies ont été signalés dans 4 grands marchés. Et pour reprendre le poste de mon confrère, la nuit 10 au 11 août, incendie au marché Tilène de Ziguinchor, 360 cantines parties en fumée et des dégâts estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Le lundi 13 août, incendie au marché de Thiaroye, au moins 15 cantines consumées par le feu. Le samedi 25 août, incendie au marché Zeng de Kaolack, une vingtaine de cantines calcinées. La nuit du 4 au 5 septembre, incendie au marché de la gare routière Petersen. Plusieurs cantines et la plupart des baraquements réduits en cendres. Vu ces incendies qui se succèdent, au lieu de chercher les vraies causes et construire des marchés qui sont aux normes, ne serait-il pas temps de trouver des solutions à ces questions au lieu de démentir l'information selon laquelle le feu a été éteint par la forte pluie? En tout cas, des fois ici au pays de la Teranga, on oublie toujours les priorités. C'est le Cheikh Abdoukhad. Tout à fait, Mamoudou. Également, à l'endroit des commerçants, il faut qu'ils aient l'habitude de souscrire dans les assurances pour ne pas subir quelques désagréments dus notamment à ces catastrophes naturelles. Pour mon part, mauvaise nouvelle pour les Sénégalais de l'extérieur. L'État du Sénégal compte organiser des missions dans ces pays où l'immigration prend de plus en plus d'ampleur pour identifier les Sénégalais en situation irrégulière, les ramener au pays afin de leur offrir des opportunités. D'après Sori Kaba, le ministre des Sénégalais de l'extérieur, ce qui risque aux yeux du président d'Horizon Sans Frontières d'avoir des conséquences sociales et politiques pour le pays. Plus de détails, Boubacar Sey était joint par téléphone par Mamoudou Fall. On l'écoute. Sur le plan social, les conséquences seraient incalculables. La migration va être la véritable bombe sociale qui va secouer ce pays. Du point de vue politique aussi, s'il y a collaboration de l'État du Sénégal, il y aura un tribut très lourd à payer parce que l'État ne devrait pas, c'est pas sa mission régalienne de telles circonstances. L'État ne devait pas identifier en vue de leur rapatriement vers le Sénégal. L'État aurait pu s'appuyer sur l'article, sur le traité de Dublin 3. L'accord de Dublin 3 ne permet pas de rapatrier vers le Sénégal. L'État aurait pu camper sa prévision sur ça, refuser d'identifier, donc refuser de collaborer. Et effectivement, si c'est le cas, effectivement, les conséquences socio-politiques risqueraient vraiment de secouer le pays, risqueraient aussi d'être très très fâcheuses contre le régime Macky Sall. Boubacar Sey, président Horizon Sans Frontières. Les hashtags étant vidés, on enchaîne directement dans la seconde partie de l'émission. Notre invité aujourd'hui est Thierno Bokoum, candidat à la présidentielle et leader du mouvement Agir. Bonjour et merci d'être venu au plateau de Vibe Radio. Bonjour cher et merci de l'invitation. Je voudrais également saluer Momodou et tous ceux qui nous écoutent actuellement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, des commentaires concernant les hashtags. Oui, peut-être par ordre, je dirais que c'est dommage, effectivement, les incendies que l'on note au niveau des marchés. En même temps, compte tenu de la réaction du commandant des sapeurs-pompiers, ce que je peux dire très clairement, c'est que si c'est le cas, alhamdoulilah, parce que il y a eu énormément d'incendies qui ont causé des dégâts. Les sapeurs-pompiers n'ont pas pu l'éteindre. Pourquoi? S'ils arrivent maintenant à éteindre les incendies, c'est tant mieux. N'oublions pas ce qui s'est passé à Parc Lambaye. Il fallait faire appel aux sapeurs-pompiers français pour l'éteindre. Donc je pense qu'aujourd'hui, lors des défilés du 4 avril, on nous montre que les sapeurs-pompiers ont les moyens de pouvoir éteindre les incendies et ce n'est pas le cas sur le terrain. Maintenant, si c'est le cas, je dirais tout simplement tant mieux et espérons qu'il n'y aura pas d'autres incendies. Si par malheur ça apparaît, nous pouvons désormais retenir qu'on peut compter sur les sapeurs-pompiers pour éteindre les incendies.
Alors, sur l'autre aspect concernant les Sénégalais rapatriés, effectivement, c'est un grand problème. Le phénomène de l'immigration n'est pas seulement un phénomène national, c'est un phénomène international dont les conséquences dépassent les frontières, les causes également. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, effectivement, permettre que de telles choses puissent produire en complicité avec l'État sénégalais. Mais ce que j'ajouterai, c'est qu'il faudra que l'État fasse davantage des efforts pour que les populations puissent vivre dans leur pays avec toute la dignité qu'il faut. Parce que bien entendu, la majorité de ceux qui quittent leur pays pour aller ailleurs, justement parce qu'ils y vont pour avoir de quoi survivre. Donc nous pensons qu'il doit y avoir énormément d'efforts de la part de l'État pour mettre en place des politiques publiques qui puissent fixer les populations au niveau de notre pays. Alors, la semaine passée, vous avez été arrêté lors de la manifestation de l'opposition. Comment vous allez? Je vais très bien, si vous me voyez vous-même. Effectivement, nous avions été arrêtés en toute illégalité, je dirais, dans des conditions qui, en fait, ne se réfèrent à aucune législation, à aucune loi, parce que imaginez qu'on puisse être retenu au commissariat central sans être notifié de quoi que ce soit, sans procès verbal, sans être entendu, sans rien du tout. C'est une forme de prise d'otage. Donc on a été retenu après vers 6 heures du matin. Nous avons été libérés, tout bonnement. Bien traité? Oui, bien traité, bien entendu. Mais nous préférons nos maisons. Alors, est-ce qu'on est prêt à bien agir pour le parrainage? Est-ce qu'on est prêt? Oui, avec beaucoup de désolation, parce que il faut dire que c'est une loi qu'on a combattue farouchement, qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses d'ailleurs, parce que jusqu'à maintenant, les modalités d'application ne sont pas claires. Nous avons insisté pour que de telles lois ne puissent pas s'appliquer à quelques mois des élections. Aujourd'hui, c'est le cas. Une loi, ça s'applique erga omnes. En attendant, parallèlement, bien entendu, à notre implication dans le parrainage, nous continuons à faire les recours qu'il faut pour que la loi ne puisse pas s'appliquer. Mais bien entendu, nous sommes obligés actuellement, en tout cas à l'état de la loi, de nous déployer et d'aller vers le parrainage. Oui, nous allons agir pour le parrainage et nous travaillons tous les jours sur cela. Avec cette floraison de candidats, finalement, on ne se dit pas que le parrainage est utile? Non, justement, c'est ça l'erreur. Parce que le but l'objectif qui avait été fixé est malheureusement atteint. En tout cas, on a l'impression que c'est un objectif qui est atteint. L'objectif qui voudrait qu'en diffusant la liste de 94 candidats, qu'on puisse pousser les Sénégalais à croire qu'effectivement, qu'il était nécessaire de mettre en place le parrainage. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que être candidat à la candidature, ce n'est pas être effectivement candidat. Et quand ils ont fait appel aux Sénégalais, tout Sénégalais pouvait se retrouver là-bas et demander une fiche. On pouvait se retrouver avec 2000 personnes qui vont dire « je suis candidat ». Rien ne l'empêche. Parce qu'il suffit, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un parti politique ou un mouvement pour être candidat. On peut être un candidat indépendant. Donc même le vendeur de fruits à côté peut entrer avec sa feuille, dire tout simplement je suis candidat indépendant, donc je récupère ma fiche. Donc on voit à travers ce qui s'est passé une certaine complicité entre le candidat Macky Sall et le ministère de l'Intérieur, dirigé par un militant de l'APR qui... Un vieux contentieux de l'opposition et du pouvoir. Mais exactement, parce que dans la loi, absolument rien, n'oblige le ministre de l'Intérieur à diffuser la liste des candidats à la candidature qui sont venus récupérer. Non, ce n'est pas une preuve de transparence, c'était une manière de justifier le parrainage, justement. Parce que cette réunion ne figure dans aucune disposition du code électoral. Aucune disposition. Ce que la loi dit est que le jour de l'arrêté devant fixer la caution, c'est ce jour-là qu'on doit mettre à la disposition des candidats les fiches de parrainage. Donc, c'est normalement les candidats qui sont concernés. Mais d'abord, ils ont violé la loi parce que le jour de l'arrêté qui fixe la caution n'est pas le jour où les coordinateurs nationaux ont été convoqués. Ils ont été convoqués 3 jours après. C'est une violation de la loi. Et ce ne sont pas eux qui devaient être convoqués, mais plutôt les candidats. Une autre violation de la loi. Pour dire tout simplement qu'effectivement, il y a une volonté manifeste de vouloir justifier
le parrainage. C'est pour ça qu'une liste a été publiée et vulgarisée à travers la presse pour atteindre cet objectif de dire que le parrainage, c'est quelque chose de bien. Alors, quelle sera votre démarche pour avoir le maximum de signatures nécessaires, car on sait que ce n'est pas une petite affaire? Ce n'est pas une petite affaire. C'est vrai que je dirais même que c'est une campagne, c'est même plus rigoureux qu'une campagne électorale, parce qu'une campagne électorale, on peut se limiter à emprunter les rues et tendre la main aux uns et aux autres. Mais là, il va s'agir de discuter, de convaincre, etc. Ça demande des moyens, ça demande un déploiement. Et vous avez les moyens? Sur tout le territoire. Nous avons les moyens du bord. C'est-à-dire que, comme on a l'habitude de le dire, nous, ce que nous faisons, c'est de mutualiser les forces, de faire en sorte d'être présents sur le territoire national. Le premier travail que nous avons effectué avant même le parrainage, c'était une représentation sur tout le territoire sénégalais et dans la diaspora. Donc nous sommes présents dans les 45 départements du Sénégal et les 8 départements de la diaspora. Maintenant, bien entendu, nous travaillons à avoir les moyens de pouvoir faire en sorte que ces représentants puissent avoir accès aux fiches et puissent démarrer un travail. Ça demande également un moyen financier. On est d'accord. Exactement. Vous avez dégagé combien comme budget? Écoutez, c'est pas une question de budget. Je vous ai dit tout simplement. Vous avez dégagé combien concernant ça? Non, nous n'avons pas de l'argent que nous avons gardé dans les banques. Vous avez dit que ça nécessite des moyens financiers. Vous avez combien? Oui, non, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit que nous sommes dans une dynamique de mutualisation des forces. Donc, plus nous avançons dans la collecte de parrains, plus nous travaillons à mutualiser davantage pour avoir les moyens d'y aller jusqu'au bout. Mais je suis très clair. Plus clair, je ne suis pas dit que vous n'êtes pas clair, mais plus clair. Je suis très clair. En termes financiers. Mais ça dépend. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis que plus nous avançons, plus nous mutualisons et plus nous avons la chance d'avoir des gens qui contribuent ou pas. Mais nous, en tout cas, dans notre démarche, nous pensons qu'il doit y avoir que des solutions. À chaque fois qu'il y a des obstacles, il y a des problèmes, nous essayons de les surmonter. Alors, on va parler d'autre chose. Votre programme économique porte le nom de Plan alternatif pour un changement transformationnel, PAT, n'est-ce pas? Avant d'en parler, changement transformationnel, certains parlent d'un pléonasme passif sur le plan sémantique. Non, ce n'est pas un pléonasme passif. D'ailleurs, ce n'est même pas un concept que nous avons créé. C'est un concept que nous retrouvons aujourd'hui au niveau le plus élevé de la gouvernance mondiale, notamment aux Nations Unies. Il y a pas longtemps un plan de développement de l'après 2015 qui avait été établi par les Nations Unies avec dans un rapport du secrétaire général des Nations Unies, on a beaucoup parlé du changement transformationnel qui en réalité n'est rien d'autre qu'un changement de paradigme. Nous l'avons clairement expliqué lors du lancement du programme en disant clairement que nous voulons changer la manière de voir les choses et changer les personnes qui les voient de cette manière-là. C'est-à-dire il faut un renouvellement politique, il faut également un changement de système. Donc il faut créer une nouvelle situation qui demanderait à ce qu'on s'implique davantage et qu'on fasse en sorte que les Sénégalais qui sont en marge des sphères de décision, qui sont imbus d'éthique, de principes et qui ont une autre vision puissent accéder au niveau des décisions et puissent véritablement appliquer une nouvelle politique. Donc nous pensons que c'est un travail extrêmement important parce que d'habitude on met l'accent sur le système. Oui, c'est le système. Ce que les gens oublient, c'est que le système est alimenté par des hommes, maintenu par des hommes, renouvelé par des hommes. Donc il faudra également, parallèlement au changement de système, aller vers un renouvellement de la classe politique. On marque une petite pause. Je rappelle qu'on reçoit Thierno Bokoum, qui est le leader du mouvement Agir en même temps, candidat à la présidentielle de 2019. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vous écoutez Vibe Radio, vous êtes en train d'écouter Vibe Radio, hashtag News sur Vibe Radio. Vous pouvez également nous suivre à travers notre site internet viberadio.sn. Alors, Thierno Bokoum, quels sont les axes du pacte? Alors, les axes du pacte, on l'a dit, c'est plusieurs thématiques, notamment 7 thématiques que nous avons développées. C'est sur, disons, 50 pages qu'on peut consulter au niveau de notre site internet. Mais nous avons sorti les grandes lignes dans
disons une brochure pour pouvoir permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée sur le pacte, et ça va dans le sens d'un changement de paradigme. Et nous avons, sur tous les thèmes qui ont été abordés, essayé d'aller vers une nouvelle vision du Sénégal. D'abord, on a commencé par les institutions, et notamment par la justice, qui est extrêmement importante. Il y a une question qui revient et qui concerne l'indépendance de la justice. Nous avons ajouté autre chose. Nous avons ajouté également ce qu'on pourrait appeler la bonne administration de la justice. Car nous considérons que le problème, ce n'est pas seulement le lien ombilical entre l'exécutif et le judiciaire, parce que dans des secteurs où il peut presque pas ne pas y avoir de démission de l'exécutif, on considère ou on présume qu'il y a une certaine émission de l'exécutif. C'est lorsqu'un juge prend une décision et que tout un chacun puisse, qu'il y ait une suspicion dans cette décision en disant qu'il y a la main de l'exécutif. Alors qu'il y a le principe de l'inamovibilité des juges qui fait que même le juge, pour être affecté, il faut son accord. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, le problème, ce n'est pas de dire on va couper le cordon ombilical. Oui, il faut le faire, je pense. Il faut une indépendance de la justice. Mais la question se retrouve au niveau de la bonne administration de la justice. Parce que un magistrat quelconque qui accepte pour sa carrière ou quoi que ce soit de répondre aux injonctions de l'exécutif, si le cordon ombilical est coupé, le même réflexe de recherche de pécuniaire, etc., va pousser cette même personne à aller vers une multinationale ou aller vers des hommes d'affaires et ne pas mettre en avant une bonne administration de la justice. Donc nous pensons qu'il faut orienter le projecteur sur l'exécutif qui fait tout pour avoir une mainmise dans le judiciaire, mais il faut également orienter les projecteurs sur les acteurs de la justice. Nous avons également beaucoup réfléchi sur l'Assemblée nationale. Nous pensons qu'il faut davantage augmenter les droits de la minorité, la présence de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait plus de contradictions, parce que nous pensons que nous avons une Assemblée nationale qui, dans son déploiement et sa stratégie, donne l'impression que c'est juste une forme de collaboration. Ça manque de légitimité, à votre avis? Non, il y a une légitimité parce que c'est le suffrage universel direct. Mais il y a cette complicité manifeste entre l'exécutif et la majorité parlementaire. Mais je pense que ça doit être un peu amoindri en renforçant davantage la minorité qui doit s'exprimer davantage. Nous avons également parlé de l'économie. Nous avons parlé de tous les secteurs. Nous avons parlé de l'économie. Et sur l'économie, fondamentalement, nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur les secteurs où les populations évoluent, notamment les secteurs primaires, et renforcer également le secteur secondaire. Nous avons un problème d'industrie dans notre pays. Donc le PSE n'est pas un très bon projet? Nous pensons que le PSE, c'est plusieurs mots alignés, mais dans les faits, malheureusement, il y a même déjà un problème d'adaptation. Je veux dire, si on constate ce qui est écrit et ce qui est en train d'être fait, il y a un déphasage. Donc ça c'est clair. Nous pensons qu'effectivement il faut un changement de paradigme du point de vue économique, assumer un patriotisme économique, parce qu'il est quand même inadmissible qu'à compétence égale, qu'on puisse choisir l'autre et laisser le Sénégalais en rade. Dans tous les pays qui se respectent, le Sénégalais, le compatriote est protégé et défendu. Alors, sur une tribune que j'ai trouvée sur le net, on vous reproche de l'avoir fait, le plan, visiblement à la hâte et sans aucune rigueur intellectuelle. Et quels sont les arguments? Alors, c'est une tribune que j'ai retrouvée. Oui. Sur bien des arguments, je peux penser les liens plus tard. Oui. Mais on vous reproche de l'avoir fait à la hâte. C'est vrai ou pas? Non, pas à la hâte. Je pense on a effectivement vu une contribution allant dans le sens de dire que oui, les chiffres que nous avons donnés, etc. Mais vous l'avez lu? D'abord, oui, on me l'a envoyé. On m'a envoyé une contribution dans ce sens, mais on n'a pas beaucoup perdu du temps sur ça, parce que quand on dit que c'est ça le bon chiffre, il faudra nécessairement nous dire c'est quoi la source. Ensuite, il faut aller au niveau du programme pour bien voir ce qu'on a mis et dire très clairement que nous avons un problème de statistique dans notre pays. Le président de la République lui-même l'a révélé, que nous avons un problème de statistique. Donc, les chiffres que l'on donne, ce sont des repères. Nous, là où on met l'accent, là où il faut mettre l'accent plutôt, c'est aller voir l'argument qui est derrière ça. Quand on voit qu'il y a un déséquilibre
au niveau de la croissance et qu'on constate qu'au niveau du tertiaire, que la croissance est portée par le secteur tertiaire alors que les Sénégalais ne sont pas dans le secteur tertiaire, c'est cet argument-là qui est important. Ce n'est pas de dire oui, c'est 59 ou d'autres 60, ça c'est un débat qui ne nous intéresse pas. Alors, avant de parler de l'opposition ensemble, une fois élu, M. Bokoum, au soir du 24 février, quelle sera la première mesure forte que vous allez prendre? Il y aura des mesures fortes. La première mesure forte? Non, mais il y aura des mesures fortes. Vous savez, les premières mesures fortes, tout dépendra de la procédure. Il y a des mesures, peut-être ça se fera par décret, ça peut être fait très rapidement. Il y a des mesures, il faut une loi, ça prendra tout le temps. Il y a des mesures, il faut peut-être un référendum. Ça prendra encore du temps pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est un ensemble de mesures pour changer de paradigme. À quelques mois des élections, 5 exactement, l'opposition a-t-elle des atouts pour imposer un vrai rapport de force au pouvoir? Vous savez, est-ce que le pouvoir a des... Je vais inverser peut-être la question. Est-ce que le pouvoir a assez de force pour pouvoir soutenir un rapport de force avec l'opposition? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que le pouvoir est en face de lui une opposition politique, mais à l'intérieur également une opposition partisane. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle en termes d'opposition, le pouvoir en a à l'intérieur et à l'extérieur. Et je parle de vous, vous êtes déclaré, vous êtes correct. Oui, mais quand vous parlez de l'opposition, vous ne parlez pas de moi seulement, vous parlez de tous les autres. Oui, tous les autres. Et je pense aussi, de ce point de vue, je voudrais être clair, au sein de l'opposition, il y a une certaine diversité. C'est pas parce que nous sommes tous face à Macky que nous avons tous le même programme, que nous avons tous les mêmes orientations, que nous avons tous les mêmes souhaits, etc. Donc c'est une diversité, il faudra peut-être segmenter. Mais ce que je dis très clairement, c'est que sur des questions de principe, oui, l'opposition est ensemble. Nous sommes dans le cadre d'un front. Nous avons récemment fait une marche, un sitting avorté. Nous avons été malmenés et tout. Mais nous continuons le combat parce que ce sont des combats de principe. Mais je précise également qu'en dehors de l'opposition, ces gens de combats qui mettent en avant les principes et les valeurs sont des combats qui doivent être pris en charge également par les populations. Parce que aujourd'hui, quand un président de la République est élu pour 5 ans ou 7 ans, en tout cas pour un mandat, ce sont les populations qui l'ont élu. Donc, il revient aux populations d'exiger qu'il y ait des conditions de transparence dans le processus électoral pour que son mandat puisse être renouvelé ou pas. Donc, bien évidemment, l'opposition est concernée, mais ce sont les populations qui sont concernées au premier chef. Sur le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous pensez que vous allez gagner ce combat que vous avez mené? Mais nous n'allons pas dans une guerre à nous déclarer en perdant. Nous pensons que nous allons gagner. En tout cas, nous allons y mettre tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est à la limite honteux dans un pays comme le Sénégal que l'on puisse revenir sur les mêmes combats. N'oubliez pas que le président Macky Sall lui-même avait, dans un passé récent, quand il était opposant, dit que le ministre de l'Intérieur ne doit pas être du camp du président de la République. Quand le ministre Ousmane Ngom était ministre de l'Intérieur, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que lui-même, qu'il veuille imposer un ministre de l'Intérieur qui siège au niveau du secrétariat exécutif de l'APR. C'est inadmissible, c'est un recul démocratique inacceptable. Alors, on va parler d'un autre cas, Karim Wade et Khalifa Sall qui sont presque out pour les présidentielles. Est-ce que ça risque pas d'anéantir les chances de l'opposition et faire un boulevard au président? Bon, d'abord, presque out, je ne sais pas ce que cela veut dire. Ce que je peux dire très clairement, c'est que il y a eu une volonté manifeste de la part du président de la République de choisir ses adversaires à l'élection présidentielle de 2019. C'est une démarche antidémocratique et ce qui a fait aujourd'hui qu'il puisse s'acharner sur Karim Wade, qu'il empêche de s'inscrire, et également sur Khalifa Sall. Voilà, c'est très très dommage. Je pense aussi que ça fait partie de nos combats. On ne peut pas aujourd'hui, en tant que président de la République, candidat à sa propre succession, choisir ses adversaires. Ça, c'est inadmissible. Et si Karim, supposons un scénario où si Karim et Khalifa Sall ne participent pas, est-ce que c'est pas un boulevard au président Sall? Mais vous savez, le président Macky Sall n'a pas seulement des opposants en face de lui, il a également le peuple en face de lui. Un peuple qui n'a pas encore perçu un bilan significatif de sa part. Donc, bien évidemment, c'est le peuple qui va le sanctionner. Merci Thierno Bokoum. C'était fin de la version française d'Hashtag News, mais vous restez pour le Wolof. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio.